Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. C'est l'été et ça fait déjà 3 ans que vous nous écoutez, c'est l'épisode 87. Bonjour à toi, chère demoiselle, cher monsieur, chère madame. Bonjour, cher auditeur, chère auditrice. C'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Merci de venir nous écouter parler cuisine, d'autant plus que, comme je viens de l'annoncer, ça fait 3 ans, Guy. 3 ans que nous avons lancé Ça ne ce nous podcast. rajeunit pas tout ça. Hein. Voilà. Donc c'était début juin, fin mai 2015, où on est parti sur cette idée folle. On a démarré avec littéralement des bouts de ficelle, casse-micro à 30 € et quelques logiciels grappillés à gauche à droite sur Internet. Et bardaf, voilà comment on lance un podcast. Bon, Et on est toujours là. Oui, on a un petit peu investi dans du matériel, on a investi dans un site internet tout neuf maintenant. Et puis on a quasiment été fêter ça à Paris pour la convention MP3 qui s'est déroulée littéralement 2 jours après nos 3 ans. Événement pour lequel Guy a bien accepté de vouloir m'accompagner, qui s'est passé sur le campus de la Sorbonne, le campus Jussieu de la Sorbonne, dans des caves un peu sombres comme ça. Des caves à vin, attention. Hein. Ah oui, t'as été faire tes recherches ? Oui. Il y avait d'anciens entrepôts de vin donc à cet endroit-là, et puis on a rasé tout ça et on a construit l'université au-dessus, et il se fait que les caves ont été conservées et qu'elles sont encore utilisées comme ça pour des événements. Oui, comme par exemple, c'était la 3e édition de la convention MP3 à Paris qui est organisée par l'université. Donc je remercie toute l'équipe organisatrice qui nous a mis là, qui a accepté qu'on vienne. Ils nous ont placés à une table qu'on a partagée avec un podcast qui s'appelle La vie des moutons. Et je tenais à le mentionner parce que déjà c'est présenté par Pat qui a repris ce podcast qui est assez marrant. La personne est très sympathique. Très. On a bien discuté, on a bien rigolé ensemble. D'une manière générale, c'était une ambiance géniale. Très bonne ambiance, très bon enfant. Et alors surtout c'était super bien organisé. Hein. Parce qu'il y avait, on a veillé à notre petit confort, sauf le bruit. Hein, parce que le bruit, là, c'était vraiment infernal. La résonance, il y avait dans cette cave. Par contre, au niveau de tout ce qui était à boire et à manger, ils ont vraiment mis des petits plats dans les grands. Hein. C'était vraiment superbement bien fait. On a eu ni faim ni soif et c'était varié en plus. Hein. Oui. Bon, alors, ma petite déception, c'est que je m'attendais à avoir un peu plus d'auditeurs de Parler Cuisine qui viennent parce qu'ils nous ont entendu en parler. Bon, à l'heure des charges, je peux dire, il faisait 27 degrés dehors, grand soleil, tout le monde était sur les terrasses, c'était pas le moment d'aller s'enfermer dans une cave. Donc là-dessus, mais il y a quand même des gens qui sont venus, des gens qui se sont présentés, qui nous connaissaient. Et ils se sont assis et on a beaucoup discuté et on a beaucoup expliqué en fait les raisons du podcast et pourquoi on était là et ce qu'on faisait généralement. Donc ils se sont promis de devenir de nos auditeurs, je dirais, fidèles. Oui, c'était un événement un peu bizarre parce que c'était Saga MP3 et podcast. Alors Saga MP3, je n'étais pas trop familier avec ce format. Et j'ai rencontré comme ça des gens qui faisaient de la saga MP3, qui est un format qui est antérieur au podcast. Donc c'est beaucoup plus vieux. Ce sont des gens qui font des fictions sonores, qui sont téléchargeables en MP3, qui sont diffusées sur CD, qui sont téléchargeables sur leur site. Et ce sont des écrivains de fiction. Et non, j'ai généralement été bien reçu avec eux. J'étais bien papoté. C'était quelque chose d'assez intéressant, beaucoup d'acteurs de science-fiction. On a pu voir des gens qui étaient même déguisés là-bas. J'allais dire quelques spécimens pas tirés des... Hein. C'était assez intéressant de voir. Donc, oui, il faut connaître. On n'a pas de photos sur notre site. Par contre, il y a des photos sur le site de la convention mp3 à paris.fr. Dont on a déjà donné la référence dans les épisodes précédents. Si vous étiez inscrit, c'était gratuit en plus, tout gratuit. Les boissons étaient gratuites et il y avait des conférences qui étaient intéressantes. Il y avait des gens. Alors à chaque table, ils donnaient comme ça c'était à celui qui essayait de donner les petits cadeaux en plus. Donc notre voisin a essayé de nous rendre diabétiques parce qu'il était venu avec une quantité phénoménale des kilos de bonbons. De bonbons, d'une marque très connue. Tagada.
Et nous, à côté, on a fait un petit peu, on a fait, comment dire, on a fait On a fait parler de nous. sensation. On a fait On a fait sensation. sensation. Parce Voilà. qu'on distribuait des cuillères en bois avec l'adresse du site dessus, parlescuisines.com, que j'ai pyrogravé moi-même en utilisant une technique que j'ai trouvée sur Internet. Donc, c'est une cuillère en bois de hêtre, comme ça, une cuillère de cuisine, quoi. Et on distribuait ça. Et alors, les gens qui passaient à côté de nous, sans vraiment l'air de regarder, dès qu'on tendait la cuillère, ils avaient un peu surpris, quoi. C'est pas le genre de choses que tu t'attends à recevoir. D'autant plus, il y en a qui demandaient, mais c'est quoi le rapport? Mais on a un podcast de cuisine, quoi. Donc, non, c'était assez intéressant les rencontres qu'on a fait là. Donc, merci à tous ceux qui sont venus nous voir. Merci aussi à Julien de Podcastéo, avec qui j'ai eu de longues conversations à propos du podcast. Donc, si vous êtes podcasteur vous-même ou que vous voulez devenir podcasteur, Podcastéo, c'est une communauté de podcasteurs débutants, établis, confirmés, présents sur Internet et qui publie d'ailleurs un classement de podcasts et qui, je veux dire, c'est la communauté la plus active de podcasteurs en francophonie. Et ça faisait plaisir un peu de rencontrer lui et puis d'autres podcasteurs francophones. Beaucoup de dames d'ailleurs qui étaient là, j'étais assez impressionné. Voilà, donc ça c'était pour le rapport de la convention à Paris. J'étais très content de passer un petit temps à Paris, d'autant plus que pour être bien confortable et bien à l'aise, et à cause de la grève, on avait pris une chambre d'hôtel, pas loin, donc en plein quartier latin, plein de bonnes petites maisons de bouche. On a bien mangé. Si je peux me permettre, Guy, je voulais remercier Guy pour m'avoir emmené dans une maison de cassoulet, pour manger un cassoulet à Paris. Mais on n'y faisait pas que ça non plus, hein. Oui. C'était une petite carte toute simple là, avec la grande spécialité cassoulet. C'était la Forge, rue Pascal. C'est ça? Mais il faut reconnaître, et ça je crois que ce monsieur-là mérite qu'on lui fasse un petit peu sa publicité, indépendamment du fait que le monsieur était ultra sympathique. Nous sommes arrivés très tard puisque nous avions fait le voyage en voiture, alors le temps d'arriver, de se garer, de prendre ta chambre à l'hôtel, d'aller à pied jusqu'au restaurant, il était quasiment 10h15 quand nous sommes arrivés. Et c'était un garçon qui était en salle qui est allé demander. Alors on a dit voilà, est-ce qu'on peut encore manger quelque chose, même très simple, sans aucun problème. La patronne très sympathique, le monsieur est en cuisine et on nous a pris à une heure, je dirais relativement tardive malgré tout. On était les derniers. Oui, on était les derniers. Hein. Alors, indépendamment de ça, le cadre à l'intérieur, c'est plutôt sympa puisque c'est décoré avec tous des objets de forge, d'anciens objets un gros soufflet et toutes sortes de choses. Et puis, la nourriture était très bonne. On a commencé par un foie gras mi-cuit qui était pas mal fait d'ailleurs. Et puis, le cassoulet qui était super bon. Voilà. Et puis, un petit dessert. Non. Et puis, alors, la conversation avec le monsieur qui n'est quand même pas... Parce que le chef est venu nous tailler une bavette. Oui. Qui est vraiment un professionnel qui a fait pas mal de très belles maisons, donc il connaît bien son affaire. Et si tu ne m'avais pas, je dirais quasiment tiré par le bras pour aller se coucher, je discuterai encore avec lui tellement on a des choses entre cuisiniers anciens ou actuels, tellement de choses à se dire. Donc voilà, et on connaît des maisons. Je dirais de manière commune et toutes sortes de choses comme ça, donc voilà. Mais oui, non, c'est très sympathique. Moi, comment dire, la reconnaissance de ce bon cassoulet, déjà le cassoulet qui était très bon, elle est venue après. Parce que les effets secondaires typiques du cassoulet ne se sont pas fait ressentir, et fort heureusement. Parce que, effectivement, la chambre d'hôtel nous avait mis sous les combles, et donc il faisait un peu chaud. Donc ça aurait rajouté du désagrément à tout ça. Mais sinon... Il n'y a pas eu de désagrément de ce côté-là pour une raison toute simple, c'est qu'un bon cassoulet, quand il est bien fait, n'octroie pas, ou en tout cas très peu de désagréments. Voilà. C'est-à-dire... Une autre petite déception à la convention MP3 à Paris, c'est que là, c'était un avis commun, c'est qu'il y avait un petit peu moins de monde que par rapport à l'an dernier. Donc j'avais prévu un peu trop de cuillères en bois. On n'en a pas manqué, ça c'est la bonne nouvelle, donc tout le monde en a pu en avoir. Je veux dire, ils sont tous repartis avec une cuillère. Hein. Je crois que j'en ai laissé partir aucun sans cuillère. Mais il m'en reste encore quelques-unes. Quelques dizaines, je dirais. Donc si vous en voulez une, en recevoir la cuillère officielle par lescuisines.com, je vous expliquerai à la fin de cet épisode comment vous aussi vous pouvez en recevoir une chez vous. Par contre, pour les cuillères dédicacées, évidemment, il fallait être là, parce que nous ne pouvons plus les dédicacer maintenant. Ah oui, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que les gens demandaient à ce qu'on les signe.
nous sommes séparés l'un de l'autre, donc on ne sait pas les signer. Voilà, donc il y avait des gens qui prenaient un selfie avec nous et qui ont demandé de signer la cuillère. Voilà, avec un petit sticker, parce qu'on avait aussi des petits stickers par les cuisines avec le logo Eh oui, du c'est le début podcast. de la gloire, hein, en fait, voilà. Oui, voilà. On a eu 10 personnes qui nous ont demandé une cuillère autographiée et voilà, c'est on Ouais, sent au plus. moins, même plus que ça. Quasiment tout le monde a demandé une cuillère autographiée. Voilà. Non, mais on faisait bonne figure finalement. C'est la première fois qu'on allait se frotter aux gens. Enfin, personnellement, c'est la première fois que j'ai rencontré des podcasteurs francophones. Parce que d'habitude, j'ai plus de contacts avec des podcasteurs anglophones et c'est vrai que ça fait plaisir. Déjà, communauté très sympathique. Ils avaient l'air un petit peu étonnés de savoir que ça faisait 3 ans qu'on est là. Ben oui. Et on est toujours Oui, là. et surtout le nombre d'épisodes aussi. Oui. Ben, on est à 87. Si tu rajoutes les bonus, on a plus de 100. Les bonus des épisodes 1 à 9 que vous pouvez toujours aller écouter sur le site ou alors sur Spotify. Alors, bah, on a arrêté de faire des bonus parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus de travail et que ça servait pas à grand chose finalement. Non. On donne tout ce qu'il faut. Vous pouvez toujours poser votre question à question@parlescuisine.com. Alors, on n'a pas eu de questions cette fois-ci. On a juste quelqu'un qui, sur le site, a posé une question sur un épisode qu'on a publié il y a 2 ans sur la sauce chocolat. C'était une des sauces qu'on avait données pour les coupes de crème glacée. Eh bien, Guy a fait une réponse très détaillée que vous pourrez retrouver sur le site. Et c'était pour l'épisode l'épisode 9. Alors, je peux peut-être donner une petite explication qui ne va pas durer des heures. La question, c'était comment peut-on faire pour donner davantage d'épaisseur à une sauce chocolat. Alors, en fait, il y a, comme vous le verrez dans les explications, 5 points qui interviennent dans la sauce chocolat. Ben, il y a la consistance, qui est due à plusieurs choses. Il y a la sucrosité, il y a le goût, il y a la couleur, il y a la fluidité, une fois qu'elle est sur la glace. Parce que vous avez une fluidité, je dirais, avant de la mettre sur la glace, puis vous avez une fluidité lorsqu'elle est sur la glace. Alors, il faut voir ce qu'on veut. Bien souvent, les gens aiment bien une sauce chocolat qui soit bonne, qui soit sucrée, qui soit très concentrée, qui soit presque noire. Donc, qui contienne beaucoup de chocolat, mais ils veulent qu'elle reste liquide quand elle est sur la glace au contact du froid. Alors c'est là le problème, c'est que plus vous allez mettre de chocolat, c'est-à-dire de cette matière noire que vous connaissez, qu'on achète en bâton, plus il y a de beurre de cacao en principe, et le beurre de cacao c'est lui qui devient dur quand on le met en contact avec du froid. Donc la petite astuce, si on veut une sauce chocolat qui soit, disons, moins dure quand on la met avec la glace, c'est d'arriver avec du cacao à un moment donné, donc du cacao noir dégraissé. Alors l'astuce, c'est de garder la quantité de chocolat qu'on met habituellement, mais au lieu de l'ajouter dans du lait, c'est de l'ajouter dans du cacao déjà, de manière à ce que vous ayez déjà un goût chocolat qui soit présent au départ. Alors comment on peut faire, et je donne vraiment l'explication ici en 1 minute, vous réalisez un cacao. Le problème, c'est que pour faire un cacao avec du cacao dégraissé, vous devez d'abord le mélanger avec du sucre. Donc, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on augmente le sucre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre très très peu de sucre pour mélanger le cacao. Ensuite, on délaye avec un tout petit peu de lait froid. On fait une espèce de pâte. Et c'est cette pâte qu'on va faire cuire dans le lait. Alors, pour éviter de verser la pâte dans le lait, parce que généralement, ça ne se passe pas bien, parce qu'il en reste toujours dans le bol dans lequel on a fait le mélange, on verse d'abord un peu de lait chaud que l'on mélange avec cette pâte qu'on a réalisée. On la dilue et alors on verse ensuite cette dilution dans le lait bouillant et on doit absolument faire cuire, ramener à ébullition et faire cuire pendant, je dirais, 30 secondes, 1 minute. Parce que du cacao qui n'est pas cuit, ce n'est pas très bon. Donc il suffit simplement de ramener le lait à ébullition. Et puis lorsque votre lait a bouilli, avec le cacao donc dégraissé dedans, vous ajoutez votre chocolat selon votre habitude ou selon la recette que vous avez, hein, et on peut rajouter même un tout petit peu de crème fraîche ou un tout petit peu de beurre. Attention, la crème fraîche va avoir comme effet c'est de blanchir votre sauce chocolat, donc elle sera un petit peu moins noire, un peu moins foncée. Et certains font même la sauce chocolat avec de l'eau justement pour garder au chocolat sa couleur la plus foncée possible. Alors les professionnels, attention, ils chipotent parfois un petit peu, ils mettent du colorant noir de manière à ce que la sauce chocolat soit bien foncée, alors qu'en réalité, s'ils n'en mettaient pas, elle serait plutôt brune plutôt que noire. Voilà, ça c'est pour les explications. Alors la demande qui m'était faite également, c'était pour que la sauce soit plus épaisse. Alors, je n'ai jamais vu ce genre de demande. Donc moi j'ai expliqué qu'on pouvait éventuellement lier un tout petit peu le lait au départ avec de la poudre à crème pudding. Mais personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que c'est quelque chose qui me paraît un petit peu bizarre. Généralement, on aime bien une sauce chocolat qui soit fluide au départ
et pas qu'il soit épaisse au départ. Donc à ne faire que si on veut vraiment quelque chose qui est déjà bien épais au départ, mais ce n'est souvent pas la demande. Voilà. Ce sont des explications bien complètes. Il y a encore plus de détails si vous allez voir les commentaires qui sont disponibles sur le site parlercuisine.com. Voilà, ça c'était pour les petits messages. Donc, si on revenait un peu dans le vif du sujet, voilà, le sujet du jour. Donc, on est toujours dans la série d'été. On va manger dehors, il fait beau. Le soleil brille. On a sorti la table, les nappes, la vaisselle sur la terrasse. Et un des repas qu'on prend souvent dehors, c'est le barbecue. Alors, Guy voulait commencer par le commencement. Ben oui, parce qu'il me paraît un petit peu, je dirais, anormal de donner des recettes ou bien de parler de choses qui vont se manger alors qu'on n'a pas l'essentiel, c'est-à-dire l'appareillage pour pouvoir cuisiner les choses. Alors, il vous apparaît peut-être pas bizarre de savoir que le barbecue est un des rares mots de cuisine qui veut dire 3 choses différentes. Oui. Alors, le barbecue, ça désigne d'abord, je dirais, le matériel, hein. Puisque quand on va au magasin, on peut très bien dire « je vais m'acheter un barbecue ». Donc, on sait très bien ce que ça veut dire. On va chercher un ustensile qui est généralement sur 3 ou 4 pieds, hein, avec un creux dans lequel on met des choses qui vont brûler, et au-dessus, il y a une grille. Ça, c'est « je vais m'acheter un barbecue ». Oui. Et puis, le barbecue désigne également, je dirais, la festivité en elle-même, hein. On ne dit pas « je vais à un pique-nique », l'événement, on ne dit pas « je vais à un pique-nique », on ne dit pas « je vais à un goûter », on dit « je vais à un barbecue ». Ben, ça veut dire que dans l'esprit de tout le monde maintenant, en tout cas en Europe occidentale, en tout cas en français, on sait que lorsqu'on est invité à aller à un barbecue, ben c'est généralement un repas de midi ou de soir. On va manger des choses grillées à l'extérieur, en principe. Oui. Donc ça, c'est le repas. Et puis, il y a également l'ensemble des aliments qu'on mange à cette occasion-là. J'ai mangé un barbecue. J'ai mangé un barbecue. On ne mange évidemment pas l'ustensile en aluminium ou en acier, mais on mange des produits qui ont été cuits de cette manière-là. Donc, il y a qu'un mot, et qui peut être pris comme ça aussi en français, mais en Belgique uniquement, c'est le mot friture. Parce qu'on peut dire « je vais à la friture », oui, c'est-à-dire qu'on va... C'est un belgicisme, mais on devrait dire « je vais à la friterie », mais bon, en Belgique, on peut dire « friture », hein, les deux sont en tout cas dans le langage courant. Je vais à la friture, ça veut dire « je vais à la baraque à frites ». Je mange une friture, je mange un produit qui a été frit, hein, une friture de poisson. Et puis, je m'achète une friture, c'est-à-dire que j'achète l'ustensile qui me sert à cuire des mets dans de l'huile bouillante, voilà, dans de l'huile chaude en tout cas. Me permettez-vous d'interjecter une objection, cher ami? Vous avez oublié un usage du mot barbecue, c'est la sauce. Pickles ou barbecue? Oui. Ça me fait penser à l'épisode du mouton retourné qu'on peut mettre à toutes les sauces, c'est le cas de dire. Ça, il y a aussi effectivement la sauce barbecue. Si ce n'est qu'on est obligé de mettre le mot sauce avant, évidemment, hein. Ah non, mais moi j'ai déjà été à la friterie et on me disait mayonnaise ou barbecue? Ah oui, effectivement. Il faut savoir de quoi on parle dans ce contexte. Dans ce cas-là, on sait de quoi ça parle. Mais voilà, il y a un quatrième sens et qui sait si on n'en trouvera pas encore un autre. Parce que petite précision, c'est que la sauce barbecue dans le monde anglo-saxon, c'est une sauce sucrée à la mélasse, c'est brun. Oui, c'est ça, une sauce brune. Alors que la sauce barbecue en Belgique dans les friteries, c'est plutôt une sauce à base de mayonnaise. Hein. Voilà, base mayonnaise, c'est un peu comme la sauce cocktail, entre la cocktail et l'andalouse. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Avec des relents un petit peu comme ça de fumée, hein, un petit peu, disons, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on doit acheter? Parce que finalement, quand on se promène maintenant dans les grandes surfaces, dans les jardineries, il y a, énormément d'ustensiles de toutes les sortes, de tous les prix aussi, bien entendu, qui sont soumis à votre tentation d'acheteur. Alors, je vous dirais la première chose, hein, conseil, quel que soit ce que vous ayez envie d'acheter, si vous pouvez vous le permettre, attendez la fin de l'été. Vous allez avoir pour des choses, je dirais, les plus belles et les plus chères, jusqu'à 50% de réduction quand ce n'est pas 70%. C'est extrêmement saisonnier, en effet. C'est extrêmement saisonnier. Donc, vous avez maintenant des rayons entiers dans certains magasins un peu spécialisés où dès que vous entrez, vous avez 25 modèles différents dans chacune des catégories. Si vous avez la patience ou l'opportunité de pouvoir attendre, attendez la fin de l'été. C'est comme pour tous les articles de Noël. Si vous les achetez après le 25 décembre, ils sont à moitié prix. Oui, mais ça ne sert à rien de décorer un arbre de Noël le 1er janvier. C'est comme ça sert à rien. Exactement. Si j'ai pas de barbecue, je dois en avoir un maintenant. Ah, ben oui, voilà. Alors, la question. Bon. Première question à se poser, quel type de barbecue est-ce que je veux? Alors, il y a deux grands types dans chaque catégorie. Hein. Vous avez d'abord les barbecues qui sont, je dirais qui ont encore comme moyen de chauffe le charbon de bois traditionnel, voire le bois.
Et puis vous avez ceux qui ont un autre moyen de chauffe, qui peut très bien être le gaz, qui peut très bien être l'électricité. Et puis vous avez les barbecues ouverts et vous avez les barbecues fermés. Alors, donc vous avez déjà 4 grandes catégories. On va commencer à les voir un petit peu les unes après les autres. Première chose, est-ce que vous habitez en appartement et que vous avez une petite terrasse, ou bien est-ce que vous habitez à la campagne et vous avez un grand jardin? Ça, c'est la première question, parce que forcément, le barbecue, à un moment donné, il faut le ranger. Donc, vous ne pouvez le ranger décemment, surtout si c'est un grand modèle, que si vous avez de l'espace. Et généralement, en appartement, on n'a pas trop d'espace, à part un petit peu sa terrasse pour mettre un barbecue. Et puis, l'hiver, on doit le descendre à la cave si on en a une, ou bien dans le box, ou quelque chose comme ça. Deuxième question, c'est est-ce que je vais m'en servir souvent? Alors, il est inutile de faire des frais onéreux pour des grands barbecues si on en fait 2 ou 3 par an. À ce moment-là, il vaut mieux acheter quelque chose de plus petit, ou bien tout simplement aller au barbecue chez des amis. C'est encore plus simple. Ou tout simplement se mettre, si on a une grande bande d'amis, se mettre d'accord, il y en a un qui achète un appareil, Ça peut et se puis on faire se aussi. le prête. Et puis on se le prête. Maintenant, au niveau des ustensiles en eux-mêmes, il faut aussi un petit peu mesurer son degré, d'aptitude à faire des barbecues. Parce que maintenant, on trouve des barbecues extrêmement, sophistiqués, qui ressemblent quasiment à des cuisines en plein air. Hein. On monte parfois à des prix pour l'ensemble, à des prix qui atteignent le millier d'euros. Hein. Ce sont des meubles de cuisine qui sont sur roulettes, qui sont en inox. Très très bien le choix de l'inox parce que ça permet un nettoyage facile et on peut aller avec l'éponge de fer quand c'est nécessaire. Mais il faut aussi se rendre compte, si c'est pour s'en servir 2 fois par an, ça ne vaut pas la peine d'investir autant. Alors, première chose, quel est le premier barbecue, le moins cher et qu'on trouve dans tous les magasins actuellement? C'est le petit ravier en aluminium, hein, vous avez déjà vu ça. Hein. Ce sont des raviers qui font 25-30 cm de long sur une vingtaine de large. Il y a déjà le combustible qui se trouve emprisonné entre deux surfaces d'aluminium, dont il y en a une qui est crantée et qui permet aux viandes ou aux poissons d'être déposés dessus. Hein. Alors ça, c'est le petit barbecue, on va dire, qui vous permet de faire un jour un barbecue chez vous. Le barbecue jetable. C'est le jetable, sans avoir aucun matériel. Bon, je vais être franc, je n'en ai jamais acheté pour une raison toute simple, c'est que comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne suis pas un grand adepte du barbecue. Néanmoins, ça vous permet, disons, de vous tirer d'embarras. Alors, l'autre chose que je conseillerais, et qui est d'un cran au-dessus, c'est un appareil multifonction. Mais alors attention, on vous vend, surtout aux périodes, qui commencent en hiver, ce qu'on appelle des raclonettes pierrades grill. Alors là, il faut être très prudent. C'est très bien, à condition de prévoir une puissance suffisante. J'ai acheté, et ça, je vous en parle, en connaissance de cause, j'ai acheté comme ça un petit appareil pour 4 personnes qui est censé faire pierrade en même temps qu'il ne fait raclette. Alors, autant vous dire que raclette, mon Dieu, ça marche, hein, on met le petit caclon en dessous, le fromage, ça fond. Je n'ai jamais réussi, même en l'allumant 1 heure à l'avance, je n'ai jamais réussi à cuire le moindre morceau de viande dessus, tout simplement parce que la résistance qui permet de faire fondre le fromage n'est absolument pas suffisamment puissante que pour faire chauffer la pierre qui est au-dessus. Ça doit être coupé en si petits c'était morceaux. le cas, le grill. Tout petit morceau de viande. C'est presque des lamelles de viande que tu dois mettre dessus. Mais même pas. Je dirais que ça chauffe à peine. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé en mettant la pierre donc dans un four pour la faire préchauffer. J'ai essayé en la mettant sur la plaque en vitrocéramique. Le problème, c'est qu'après il faut la reprendre sans se brûler et qu'on n'a aucune préhension. Donc là, je vais attirer votre attention en disant attention, si vous optez pour ce genre d'appareil qui est un peu multifonction, prudence, allez dans des grandes marques, des marques, disons, qui ont pignon sur rue, et demandez surtout la puissance et veillez à ce que la puissance soit suffisante, parce que sinon vous allez avoir des déconvenus. Alors il y a, et ça j'en ai acheté, c'est pas mal, ce sont des grilles qui ne font pas pirate, qui ne font pas, raclette, mais qui sont uniquement des grilles. Alors électriques, ça c'est quand même très pratique parce que vous les installez quasiment où vous voulez pour autant que vous ayez du courant. Vous ne devez pas vous embarrasser de charbon, de bois, ça fait moins de fumée, en effet. Ça fait moins de fumée. En plus, il y a en dessous une espèce de bac dans lequel vous pouvez mettre un petit peu d'eau, de l'eau froide bien entendu. Il est conseillé de mettre de l'eau d'ailleurs. Voilà, de sorte que les graisses et les jus qui vont s'écouler de la viande qui cuit vont aller là-dedans
Et le gros avantage, c'est que ça ne fait pas de fumée. Tandis que quand vous avez un barbecue traditionnel avec des braises, dès que la matière grasse tombe sur la braise incandescente, vous êtes parti pour les fumées, voire la reprise de feu. Donc ça, c'est très pratique parce que finalement, une fois, en plus, la grille est souvent, je dirais, on peut dissocier la grille de la résistance. Donc, question nettoyage, c'est très pratique. Vous enlevez la résistance, vous récupérez la grille qui est amovible, vous la mettez à tremper si elle est très encrassée. Vous utilisez éventuellement des produits spécifiques Bon, qui le sont lave-vaisselle, hein. produits, ou bien au lave-vaisselle, hein, mais je dirais simplement, vous pouvez passer l'éponge en fer dessus pour bien la nettoyer. Donc ça, c'est l'idéal si vous ne faites pas trop souvent de barbecue. Et en plus, vous pouvez même l'utiliser à l'extérieur, parce que bon, on dit l'intérieur, mais ça peut être l'intérieur, ça peut être le balcon, ça peut être la cour. Pour autant que vous ayez une puissance, je dirais, électrique qui le permette, vous tirez une rallonge et puis ça y est, vous savez cuire vos viandes. L'autre avantage, c'est que vous mettez ce grill au milieu de la table. Hein, et non pas comme un barbecue qui est généralement à quelques mètres du lieu où on s'assied. Et là, chacun cuit au fur et à mesure ce qu'il a envie. Donc à ce moment-là, vous préparez vos assortiments ça de rayonne choses à bien, cuire. donc, ou alors ça chauffe quand même relativement fort. Donc, Ça chauffe bien, mais je vais dire que ce n'est pas désagréable, bon, à condition de ne pas avoir une table de 70 cm de large, évidemment. oui, Hein. oui. Mais vous faites ça un petit peu comme si vous faisiez une fondue bourguignonne. Hein. Une plancha. Oui, ben on met ça au milieu de la table, il n'y a pas de problème. On regarde évidemment s'il y a du vent pour quand même, je dirais, ne pas être vraiment dans le vent. Mais on peut le mettre au milieu de la table, on peut cuisiner. Et puis question rangement, question nettoyage, question encombrement, il y a quasiment rien. Hein. Et alors si vous en achetez deux, bien souvent il y a encore des promotions, vous pouvez en acheter deux. Un convient pour 6 personnes sans problème, 2 pour 12. Donc il y a vraiment Tu aucun sais pourquoi problème, j'aime pas c'est un ça? bon achat. Ah, toi tu Moi, n'aimes pas, moi je j'aime bien. suis totalement contre. Bon, le barbecue électrique, je sais, même mon père en avait un, et puis à la fin, quand il a essayé ça, il jurait que par ça. Mais mettre ça au milieu de la table, comme les fours à raclette, comme les trucs à mini crêpes ou quoi, tu mets ça au milieu. Ah, mini crêpes, ça je n'aime pas par contre. Ça m'embête parce que c'est un truc chauffant qui est entre ton assiette et le milieu de la table. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus, entre ton assiette et le milieu de la table? Il y a ton verre de vin. Et quand tu aimes bien manger un bon petit verre de vin blanc ou un rosé bien frais, Frais, évidemment, et ça tu le chauffe un mets, peu par voilà, rayonnement, d'accord. ça chauffe ton vin. Alors du coup, ton vin, il est dégueulasse, quoi. Oui, maintenant, c'est très pratique parce qu'évidemment, l'investissement n'est ni très important, je dirais, ni en argent, ni en conséquences ultérieures, et c'est quand même bien pratique. Hein. Le problème du vin dans le Mais verre, c'est plus sain, comment? peut-être. C'est plus sain aussi parce qu'il n'y a aucun résidu, je dirais, de la combustion du bois. Hein. Il n'y a pas de benzène, de goudron, de tout ce qu'on veut, de benzopyrène, enfin tous ces machins dont on nous dit qu'ils sont cancérigènes. Bon, d'après ce que j'en ai lu ici, parce que j'ai quand même un tout petit peu préparé le sujet, ça m'a un petit peu étonné parce qu'on disait jadis qu'un barbecue correspondait à l'équivalent de la consommation d'un paquet de cigarettes. Et ici, j'ai vu qu'une seule portion cuite, peut-être dans de mauvaises conditions, mais enfin qui sont quand même celles qu'on rencontre le 3/4 du temps, correspondait à 600 cigarettes. Mais Alors, enfin, mais non, faut ouais, ouais, pas. ouais, Mais, ouais, oui. et c'est basé sur quoi, ça? Oui, mais bon, Ah. voilà. Hein, Moi, j'ai lu quelque si, part sur Internet. Oui. ben oui, j'ai lu sur quelque part sur Internet parce que Internet reste quand même une source L'Internet se laisse de écrire, comme tu dis, hein. se laisser écrire, mais enfin, je vais dire que ce ne serait pas étonnant non plus. Quand on voit parfois comment certains font leur barbecue, ce ne serait pas étonnant. Donc il y a ça. Alors après ça, ben vous avez les petits barbecues qui sont généralement sur 3-4 pieds, qui sont en fait des espèces de gros seaux un petit peu arrondis dans lesquels on met du charbon de bois. Il y a un grill. Hein, bien souvent, le grill, on peut encore en régler la hauteur. Ça, c'est le début du barbecue, je dirais, de l'amateur avisé, mais qui n'en ferait pas plus de 3 ou 4 par an. Hein, Oui. et encore, ils ont un diamètre d'une 40aine de centimètres, ça monte parfois jusqu'à 50. Et puis là, bon, ben, on peut cuire pour à peu près 6 à 8 personnes, à condition de ne pas faire trop de choses, hein, à condition Ben, de ne pas l'avantage avoir un gros volume de viande à cuire et trop de viande à cuire, voilà. le problème du barbecue électrique, c'est vrai que c'est sain, la viande garde son goût, mais t'as pas l'odeur de fumée, de charbon de bois. Ah ben ça dépend ce C'est un qu'on goût recherche, rustique évidemment, comme ça évidemment, qui. évidemment, Les évidemment. gens adorent ces odeurs de fumée. T'as les Oui, jambons fumés, t'as les maintenant, saumons fumés, t'as les poissons fumés. oui, C'est tout à fait. l'odeur de bois que tu retrouves parfois même dans certains vins, dans certains whiskies. C'est un goût qui est plaisant pour l'homme, non? Oui. Maintenant, quand on est en appartement, qu'on a une petite terrasse avec des voisins à côté de chez soi, Oui.
il vaut peut-être mieux ce genre de grill et de barbecue qui donne quand même malgré tout un côté festif au repas que le barbecue où on commence à enfumer tout le voisinage où on a des plaintes, faut pas oublier Mais non si plus on aime le côté fumé, effectivement, on peut faire au barbecue cuire des viandes qui sont déjà fumées à la base. aussi. Alors, comment fait-on pour utiliser ce premier petit barbecue, je dirais, standard, parce que les autres, c'est un petit peu des succès d'année. On revient toujours au combustible. Hein. J'entendais sur un site radio il y a quelques jours, j'entendais un chef qui ne parlait que par le bois, hein, pour donner justement ce goût caractéristique. Alors là, je dis attention, il n'y a que quelques bois qui doivent être utilisés. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le lif. De l'if, certainement pas. J'allais en parler. Donc, on peut utiliser Je rigole, hein, du c'est hêtre. une blague. Oui, oui. On peut utiliser du hêtre, on peut utiliser du chêne, on peut utiliser d'autres bois tels que l'orme, etc. Enfin, bon, ce sont des bois qui peuvent être un peu plus coûteux. Alors, on évitera. Je vais plutôt dire ce qu'on doit éviter absolument. On doit éviter les résineux. Ça, c'est Pas du bois de important. palette. Donc, tout ce qui est, exactement, hein, c'est du bois blanc qui est fait avec du sapin rouge du Nord. Donc, on doit éviter le sapin, on doit éviter le pin, on doit éviter l'épicéa, on doit éviter tous les résineux, le mélèze également, on doit éviter tout ça. On doit également éviter certains bois exotiques parce qu'il y en a qui sont toxiques. Et alors il y a l'if évidemment, qui lui de toute façon est dangereux. Même la poussière d'if lorsqu'on le travaille en menuiserie, et je suis bien placé pour le savoir maintenant, la poussière d'if est toxique, donc on évite l'if de toute façon. Alors, on commence par allumer son barbecue, on met d'abord, je dirais, un peu de papier, il y a des produits qui sont prévus pour, on peut aussi les mettre. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus de danger, ce n'est plus comme anciennement. On met d'abord du petit bois, ensuite on met du bois plus gros, et surtout, il faut s'y prendre suffisamment tôt à l'avance, parce qu'on ne cuisine jamais sur des braises rougeoyantes, on doit toujours cuisiner sur des braises qui ont déjà une petite pellicule blanchâtre. Elles sont en train de refroidir en réalité, Donc mais pas elles ont sur encore un les, grand pas pouvoir de sur les flammes. rayonnement. Ni sur les flammes, ni sur des braises rouges, en aucun cas jamais. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des braises rouges, elles sont encore en combustion. Elles sont donc en combustion, elles font des gaz et elles font des substances qui vont venir se coller sur votre viande qui est juste au-dessus. Donc, on doit absolument éviter de cuisiner sur des braises rouges et bien sûr sur les flammes a fortiori. Donc des Donc, on substances doit qui sont le attendre. résidu de la combustion de la On doit, sève. oui, on doit donc attendre que les braises soient en train de refroidir. Alors, le mieux, c'est quand même d'utiliser des charbons de bois. Pourquoi? Parce que ce sont des charbons de bois qui sont purifiés, qui sont donc étudiés pour, et qui ne dégagent pas, si on les utilise convenablement, de résidus toxiques, à condition de les utiliser également en braise en train de refroidir et non pas en tant que braise rougeoyante. Puis on gagne On du va, temps parce que si tu dois attendre que tes deux ah, bûches de chêne arrivent en voilà, c'est braise, conçu. il faut quelques heures. Hein. Exactement. Alors, on trouve maintenant également des briquettes faites à partir de coco. Ah oui. Alors, ça nous vient des pays exotiques. Donc, forcément, là, il y a un coût un petit peu, qui est là comme ça, un petit peu, un coût écologique, hein, c'est que on importe ces briquettes depuis des régions assez lointaines, finalement, pour notre simple plaisir. Mais enfin, bon, voilà, elles sont là, on peut en parler. C'est un bon matériau, puisque c'est au départ du bois naturel, hein, l'enveloppe extérieure de notre coco, ben bon, c'est une bonne manière de la recycler, finalement. Même précaution, donc, braise en train de blanchir et non pas des braises rougeoyantes. Alors ça, c'est le premier petit barbecue. Comme je viens d'expliquer, bon, ben pour, disons, le petit barbecue sympa avec sa petite famille, mais il n'est pas question de vouloir recevoir 50 personnes. Et puis après, ben, vous avez les barbecues de plus grande dimension. Alors jadis, ces barbecues, ben, bien souvent, les gens bricolent un petit peu, et je sais aussi ce que c'était, parce que j'en ai vu. C'est qu'un demi-baril. Un demi-baril qu'on coupe en deux. Bon, évidemment, ne s'inquiétez pas trop de savoir ce que le baril avait contenu, mais enfin, bon, voilà. Hein, coupé en deux, 4 pieds de métal soudés en dessous, et puis, ben, une grille qu'on achetait, et puis voilà. Bon, le gros ennui de ce barbecue-là, c'est qu'il faut le ranger après, hein. Alors, bien souvent, ben, on le laisse traîner là où il est, on met une bâche dessus, et puis après, il rouille, enfin, voilà. Mais c'est aussi une solution qui n'est quand même pas la plus coûteuse, mais par contre, là, vous pouvez faire du rendement, hein, parce que sur un barbecue comme ça, vous allez commencer à cuisiner facilement pour une quinzaine jusqu'à une vingtaine de personnes, même 25. Hein, Ça me à rappelle les condition fêtes que de vous ayez un l'école. officiant. Voilà. J'en parle parce qu'à l'école où je suis, il y a comme ça 2-3 barbecues ainsi qui sont utilisés lors de la journée porte ouverte. Oui, et c'est Et la puis saison en après, ben, plus, hein, vous avez... généralement, mois de Ah juin. oui, On mois fait de les, on juin, fait les c'est le mois de mai. fancifères, les fêtes Oui, oui, oui. d'école, et puis ça se passe en plein air, et puis il y a toujours un barbecue.
Du barbecue, on fait des saucisses et des merguez et des choses pareilles. Et puis Voilà. alors, vous avez maintenant le fin du fin. Alors, le fin du fin, qu'est-ce que c'est? Ce sont les barbecues en inox. Je dirais, j'en ai vu ici un qui est pas mal. Il est rond. Alors, vous avez une espèce de bac qui pend sur un trépied, hein, dans lequel on met les braises. Et puis, vous avez une fameuse grille amovible. Et je crois que le barbecue, la grille elle-même fait à peu près 1 mètre de diamètre. Alors, autant vous dire que ça ressemble plus à un barbecue qu'on aurait mis, bien que ça n'existait pas à l'époque, mais enfin qu'on aurait mis dans le bivouac d'une armée napoléonienne. Hein. Ah oui, un Parce que brasero là, comme ça. ah oui, là vous pouvez évidemment mettre à cuire certainement une centaine de saucisses en même temps, sans aucun problème. L'entretien doit être pour moi très facile parce que comme tout est inox et que c'est relativement massif, ben, ça supporte évidemment le Karcher, le jet d'eau, la brosse en fer et tout ce qui va avec. Hein. Donc, mais là, c'est évidemment un investissement qui est aux alentours de 700 €. Donc, forcément, si vous optez un jour pour ce genre de barbecue, ben, vous devez le rentabiliser en disant, bon, j'en fais combien sur l'année, je reçois combien de personnes. Et alors, le gros désavantage, c'est que si vous n'êtes plus que 4 pour manger, eh ben là, vous ne savez pas le mettre en route parce que ça vous fait une telle surface, hein, et je ne pense pas que ce soit très facile. Enfin, bon, c'est en tout cas nettement moins convivial de dire, je mets dans un coin du barbecue un petit peu de charbon de bois et on ne cuisinera que pour 4. Quoi que ce soit possible. Mais disons que l'investissement, si vous ne faites pas de grandes tablées, n'a vraiment pas de sens. Et puis, vous avez maintenant les cuisines barbecue. Ça, c'est de plus en plus tendance. C'est que la terrasse du jardin, souvent elle est même parfois recouverte, hein, devient une pièce, quasiment une pièce à vivre l'été. Hein. Oui. Donc vous avez à ce moment-là des barbecues, je dirais meubles, qui sont sur roulettes. Souvent ils sont au gaz, mais vous avez parfois des versions où il y a à la fois le gaz pour pouvoir faire cuire certaines choses d'une certaine manière, et puis vous avez le barbecue traditionnel à côté, hein, dans un élément qui est juxtaposé. C'est souvent dans ce genre de barbecue qu'on va rencontrer des barbecues à capot, et ça je vais en reparler un petit peu après. Donc il faut un petit peu four en même temps. Et ça, c'est évidemment des produits où, vraiment de tous les prix, et vous arrivez jusqu'à des 1000, des 1500 €, des 2000 €, si vous voulez, les versions les plus luxueuses, parce que vous avez parfois des fours intégrés, hein, avec thermomètre, etc. Enfin, ça, ce sont vraiment des meubles. Et puis, vous avez encore un autre type de barbecue, ce sont les barbecues américains. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça ressemble un peu à des locomotives, plus ou moins, c'est sur roue, ça se déplace, plus ou moins long. Alors, comment est-ce que ça se compose? Ça se compose d'abord d'un foyer. Hein. C'est l'endroit où vous allez mettre votre bois à brûler, éventuellement votre charbon de bois. Et en fait, ce n'est pas dans le foyer en question, ni sur le foyer que vous allez cuire, c'est dans une espèce de module qui est rattaché à ce foyer, où va passer l'air chaud, qui est donc produit par la combustion. Et là, vous avez une grille, et vous avez une espèce de petit capot qui permet d'ouvrir le cylindre. C'est généralement sous forme de cylindre, cette deuxième partie. Et là, vous mettez vos viandes. Alors, j'ai eu l'occasion de manger chez une connaissance que nous avons un petit peu en commun, qui a un barbecue comme ça. On peut contrôler la température de manière assez, je dirais, assez efficace, par un système d'ouverture, fermeture, clapet, etc. Il y a un thermomètre intégré. Et j'ai mangé comme ça à la fois de la sole qui était cuite dans ce barbecue, parce qu'on va vraiment dire dans le barbecue ici. Elle était extraordinairement bien cuite, et alors surtout une côte à l'os d'une épaisseur de 5 centimètres, vous aviez quasiment l'équivalent d'une cuisson sous vide, hein, donc à la fois une coloration, mais aussi une répartition de la cuisson de la viande. Il n'y avait pas de différence, je dirais, entre la chair qui était située juste sous la croûte et ce qui était au milieu. Tout était à la bonne température, c'était uniforme, c'était juteux, c'était saignant, et la côte à l'os était restée quasiment 1 heure, je dirais, dans ou sur le barbecue, mais on va plutôt dire dans, puisque c'était, je dirais, un cylindre qu'on pouvait fermer. Et alors, l'autre gros avantage, c'est qu'il n'y a pas toujours que ce cylindre à l'horizontale, il y en a parfois un qui est vertical après. Et dans ce cylindre vertical, donc les fumées un petit peu refroidies, là vous pouvez faire des viandes fumées. Vous pouvez faire du saumon fumé par exemple, Ah oui. que vous pendez, je dirais verticalement. Hein. Et j'ai aussi pu goûter ce genre de produit qui avait été réalisé de cette manière-là. C'est aussi assez extraordinaire. Maintenant, l'investissement est aussi assez conséquent. Hein. Autre avantage de ce barbecue-là, c'est que vous pouvez l'utiliser pour un petit nombre de personnes. Donc vous pouvez à la fois l'utiliser pour un grand nombre de personnes, mais également pour un petit nombre de personnes. Sans aucun problème. Je ne vais pas dire qu'on va l'allumer pour 4 personnes, mais ça peut se faire sans qu'il n'y ait de problème.
Mais tu oublies Alors, aussi le modèle en maçonnerie. alors oui, j'allais en parler après, Ah, Non, non, je n'ai pas oublié. Alors, vous avez maintenant les barbecues à capot. Alors ici, c'est un barbecue à capot, mais un petit peu particulier. Vous avez les barbecues traditionnels sur lesquels on peut ramener une espèce de coupole qui va fermer. Alors, oui. pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ce genre de barbecue? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, maintenant, on parle de faire des poulets rôtis au barbecue. Oui, 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 j'ai vu ça. Et on vend des espèces de supports, je dirais un petit peu, coniques comme ça, sur lesquels on va embrocher le poulet. Ouais, Hein. Vous pensez, les vous Marines pensez, de l'armée américaine oui, faisaient ça sur une canette de bière. voilà, c'est ça. Là, la recette existe toujours. Hein. On laisse un Oui. tiers de bière et puis on a On met des herbes dedans et puis on met des herbes, on met des épices. Alors on a comme ça le goût de la bière et des épices qui va se répandre dans le poulet. Alors, vous pensez bien que si on met tout simplement ce genre d'ustensile sur le barbecue lui-même, le poulet ne va jamais être cuit, hein. Parce qu'il y a une trop grande différence entre la base du poulet et sa hauteur, donc du côté de la tête qui est au-dessus, par rapport à la chaleur, donc ça ne cuit pas. Donc là, on est obligé à ce moment d'avoir un barbecue à capot, et finalement, on combine un petit peu le barbecue et le four, hein, puisqu'on va avoir la chaleur qui est produite par en bas, par les braises, et on va avoir le capot qui va retenir la chaleur et qui va augmenter la chaleur, disons entre guillemets, du four jusqu'aux environs de 200-220 degrés, température tout à fait idéale pour cuire soit une pièce de viande de très grosse dimension, soit une volaille par exemple, comme un poulet ou des choses comme ça. Donc ça c'est encore un autre modèle, mais évidemment, avant de s'y frotter, si je peux dire, il vaut quand même mieux avoir un petit peu testé avec un autre modèle un petit peu moins cher et voir si réellement on a envie de faire des barbecues l'été. Bah, tu as des modèles ronds qui se vendent à des prix très démocratiques Ah maintenant. oui, alors il y a des modèles ronds des prix très démocratiques, effectivement. Hein. C'est le modèle, disons, du petit barbecue, je dirais, qui fait une 50aine de centimètres de diamètre, sur lequel il y a justement un couvercle qui peut être refermé. Et ça, c'est avantageux parce que vous avez là une cuisson qui est correcte. Et l'autre gros avantage, c'est que pour que ce soit cuit à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de faire un feu d'enfer en dessous. Hein, puisque vous allez refermer, la chaleur va donc être emprisonnée et votre viande va cuire, votre viande ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, va cuire à la fois par le bas et par le haut. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce genre de barbecue. Et puis vous avez encore, comme vous l'aviez dit, Marc, les barbecues, je dirais, réalisés en maçonnerie traditionnelle. Alors il y a bien sûr des modèles qu'on peut acheter dans les grandes surfaces ou dans Des les préfabriqués comme ça, jardineries qu'il ou faut dans les assembler bricoles. Voilà, soi-même. exactement, des préfabriqués avec des modules en béton coloré. Ça peut être très joli d'ailleurs. Hein. Il y en a qui sont pas mal, avec une petite cheminée au-dessus. Vous avez des rainures pour y mettre des grilles. Vous pouvez donc aller en hauteur au-dessus ou près des flammes ou beaucoup plus haut. L'autre gros, c'est un avantage si on a un terrain et si on est, disons, si on a la place pour bien le mettre. L'autre désavantage, c'est que bon, ben une fois qu'il est fait, vous ne pouvez plus en bouger, quoi. Il est là et il ne se déplace pas évidemment. Tandis que tous les autres, s'ils sont amovibles, vous pouvez les emmener avec vous. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, un peu plus près, selon que le vent souffle dans une direction ou dans une autre direction, ben vous pouvez le déplacer. Le barbecue en pierre réalisé soi-même ou bien en béton reconstitué, forcément, il n'est pas déplaçable. Ouais, et le dernier barbecue, celui que j'ai apprécié le plus dans ma jeunesse, c'est celui qui est réalisé avec 2 briques et puis une grille que tu as récupérée aux grandes poubelles dans une Oui, 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 brocante. oui, oui, il y a Tu ça fais du aussi. feu comme ça, et puis tu tapes les 2 briques de chaque côté, tu attends que ça devienne de la braise, tu tapes la grille par-dessus et tu mets tes merguez et puis tu les laisses gentiment griller, ça coûte rien, quoi. Alors, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai un respect pour les choses et les biens d'autrui, mais j'ai toujours dit finalement le barbecue qui coûte le moins cher, c'est le caddie de supermarché. Hein. Ah oui, ça aussi, Ah bah oui. oui, hein, il suffit de mettre 50 centimes d'euros dans le monnayeur. Vous embarquez le chariot chez vous, puis vous faites du feu en dessous, vous avez la grille. Oui, maintenant tu Voilà. commences à voir ces chariots en plastique dans Oui, oui, certains... ça marche moins bien. Disons que là, on a à la fois le combustible et le barbecue. Mais non, c'est vrai n'écoutez pas ce qu'on dit, il faut surtout pas faire ça, c'est pas Non, bien. Hein. non, Bon, oui. ne faites Enfin pas bon, comme on dit. Bon, ben voilà. voilà. Donc les barbecues, ben je crois qu'il faut d'abord aussi ne pas avoir peur de se renseigner. Demander d'abord aux vendeurs un petit peu quelles sont toutes les caractéristiques. Ne pas se laisser embobiner par je dirais, de belles promesses ou bien des choses qui finalement sont surdimensionnées par rapport à votre place et surtout par rapport à vos besoins. Ça, je crois que c'est important de ne pas céder je vais dire, à la tentation. Ah oui, voilà, oui, c'est bien, il y a une ristourne, etc. Et puis finalement, je vais m'en servir 2 fois par an. Ça ne vaut pas la peine.
D'un autre côté, demander aussi éventuellement des connaissances qui auraient ce genre de matériel s'ils en sont contents, parce que c'est très important. J'ai oublié de parler, tiens, j'y pense maintenant, c'est des barbecues au gaz, parce que quasiment dans tous les modèles, des petits et des grands, vous avez des barbecues au gaz. Il y a deux modèles encore. Il y a soit le gaz qui chauffe directement avec ses flammes et sur lequel on met une grille à une certaine hauteur, ça c'est un modèle. Et puis vous avez un autre modèle qui est quand même le modèle que moi je conseillerais, c'est le modèle avec des briques réfractaires ou de la pierre de lave. Alors comment est-ce que c'est conçu? Vous avez des rampes à gaz à une certaine hauteur et au-dessus de ça vous avez des briquettes en pierre réfractaire ou bien en lave. Ça se fait généralement à partir de pierres qu'on a récupérées dans les coulées de lave, entre autres dans le Massif central. Et alors, c'est cette pierre réfractaire ou ces briquettes en lave qui vont servir réellement à rayonner la chaleur. Elles vont prendre la chaleur, de la flamme, en direct, et puis alors elles vont rayonner de manière beaucoup plus douce, mais surtout de manière beaucoup plus régulière, la chaleur vers la viande à cuire. Et ça, c'est vraiment le modèle que je conseillerais. Alors, il existe, mais je n'en ai jamais acheté. Ce sont des plaques en pierre de lave qui sont à ce moment-là des plaques lisses. Un petit peu comme une pierrade, que vous faites chauffer par en dessous et sur lesquelles vous pouvez cuire votre viande. Et ça, c'est encore un autre système. C'est finalement une plancha, mais un petit peu, entre guillemets, naturelle, si je peux dire. Et c'est pas mal non plus comme système de cuisson. Parce que finalement, on dit toujours, il y a le barbecue, mais on oublie quand même qu'il y a les planchas qui sont des modes de cuisson un peu proches comme ça du barbecue. Un des avantages, c'est que vous n'avez pas, je dirais, l'odeur directe du barbecue avec les herbes qu'on met dans les braises, etc. Mais ça peut être très convivial. Et vous avez également des planchas, je dirais, électriques qu'on peut mettre à table. À ce moment-là, ça fait un petit peu comme une pierrade. Quand on dit barbecue, en fait, c'est la cuisine d'été. Ça peut être fait sous plusieurs formes, aussi bien barbecue, pierrade, plancha, tout ça est... Alors, tout ça est valable. Je vis dans un pays, pour ceux qui nous découvrent, le Royaume-Uni, où le barbecue est très 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 populaire. Dès qu'il fait beau, comme aujourd'hui, on a toujours une odeur de barbecue dans le voisinage. Et à mon grand étonnement, le barbecue au gaz est très populaire. Et je me demandais pourquoi. Et après avoir investigué un petit peu, c'est que tout simplement, il démarre plus vite. Il fait moins d'odeur, donc on dérange moins les voisins avec les fumées. Et puis, on peut le faire tourner quand il fait moche, quand il pleut. Alors que le barbecue au charbon de bois est un peu plus difficile Évidemment, de faire. Évidemment, quand il pleut, c'est difficile. Voilà. Donc le barbecue au gaz, souvent, ils ont des couvercles. Et donc, il suffit de l'allumer et ça ne les empêche pas, ça ne les arrête pas, parce que l'Angleterre, c'est un pays qui est très connu pour ses jours de pluie, et je confirme. Et donc, ça ne les empêche pas de manger un barbecue, justement, quand il y a un petit peu de pluie, où la météo peut changer très vite. Donc là, il fait très beau, on est dans le jardin, et puis une demi-heure après, c'est la grosse douche. Et le barbecue, il est à l'eau. Donc, si tu as un couvercle, les modèles à couvercle sont généralement très populaires pour ça. Et les modèles à couvercle sans combustion de bois ou de charbon de bois ont cet avantage de pouvoir continuer de pas gâcher la fête. Si ce n'est que, personnellement, moi j'aime bien le goût du charbon de bois. Alors, maintenant que j'en parle, Guy, est-ce que le choix de l'essence de l'arbre va influencer le goût quand on cuit sur du charbon de bois? Alors, je pense que si on se base uniquement sur des bois durs de type chêne, hêtre, etc., qu'il ne va pas y avoir grande importance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des petites choses dans les braises. Alors, par exemple, il est connu qu'ajouter du genévrier, ça va donner du goût. Ajouter du genêt, ajouter évidemment les fameuses herbes de Provence. Mais à quel Ça moment? va également... Au moment où on démarre ou juste avant de Alors, mettre la... non, on doit les mettre au moment où on va cuisiner, en fait. Donc, vous avez vos braises qui sont qui débutent leur refroidissement. Vous mettez tout simplement vos brins de romarin, de thym, de tout ce que vous voulez à ce moment-là. Et c'est au moment où vous mettez votre viande que vous les mettez de manière à ce que les essences qui sont, je dirais, produites par les herbes au moment où elles se consument, c'est à ce moment-là que votre viande va en prendre le goût. Il est évident que ces essences que vous allez mettre, donc ces branches de genévrier par exemple, vont produire une combustion et que malgré tout cette combustion, je dirais, n'est pas tout à fait, comment expliquer ça, mais n'est pas tout à fait saine. Il faut en être conscient. Oui.
Normalement, la combustion, quand elle est parfaite, elle est neutre. C'est les C'est-à-dire que combustions incomplètes qui peuvent produire des substances dangereuses. je ne vais même pas aussi loin que ça dans la réflexion. Je veux dire par là que comme c'est à ce moment-là que les aromates que vous allez mettre vont brûler, forcément, c'est à ce moment-là qu'ils vont dégager, je dirais, leur suie, voilà, tout simplement. Hein. Et c'est elle, évidemment, qui donne le goût. Ça, il n'y a pas de problème. Ben, disons, un barbecue de temps en temps, ça peut pas vraiment porter à conséquence, si. Ben, je crois qu'il faudrait en faire un par semaine pour disons, respecter je dirais, une norme de sécurité. Maintenant, il y a le barbecue, évidemment, qui est un petit peu plus dangereux d'un point de vue santé parce que c'est un moyen de combustion qui est la cause du danger. Mais si maintenant vous utilisez une plancha, ben là, il n'y a plus aucun problème, évidemment. Hein. Oui. Puisque Oui. là, votre viande elle est en contact avec une surface lisse et elle n'est plus en contact avec un feu direct. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous faites une plancha et là, vous n'avez aucun souci à vous faire, en principe. Oui. Disons que le barbecue, ce qu'il y a d'attirant, c'est que ça rappelle peut-être l'origine de l'humanité. Je veux dire, Ah, tout à fait, parce les- que il faut se rendre compte que le barbecue, c'est quelque chose qui est très connu et dans les pays anglo-saxons, on le pratique, je pense, j'ai vu ça depuis le XVIIe siècle. Hein. Et c'est en fait un mot qui nous vient des Antilles et qui nous vient de peuplades qui faisaient donc des préparations de cuisson sur des claies en bois. Parce qu'à l'époque, évidemment, ils n'avaient pas des grilles en métal. Donc, ils avaient des claies en bois sur lesquelles ils mettaient les viandes à cuire. Et alors, ils approchaient, je dirais, avec prudence la clé du feu, hein, de manière à ce que ce soit cuit, boucané en réalité. Hein, donc c'est une, je dirais, une technique qui est un petit peu entre la cuisson et la fumaison, hein, le boucanage. Oui. On conservait les viandes comme ça. Donc ça permettait donc de cuire et de conserver les aliments et de conserver les viandes, le boucanage. Hein. Et donc c'était dans les îles des Antilles que les conquistadors et tous les conquérants du Nouveau Monde ont découvert ce genre de choses. Et puis c'est logique, ils l'ont ramené entre autres en Angleterre, où le système a été utilisé. Alors évidemment, chez nous, on utilisait entre guillemets le barbecue également à des périodes préhistoriques. Hein. Bon, c'était quand même la première manière de faire cuire de la viande. Hein, c'était de l'enfiler sur un pic. Hein, et puis après, souvent c'était un petit épieu. Hein, donc un épieu, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de bois pointu dont on a fait, je dirais qu'on a endurci en le passant très légèrement à la flamme. Hein, on enfilait donc un morceau de viande là-dessus. Et puis alors on l'approchait du feu et puis on le tournicotait je veux dire en permanence de manière à ce que ça ne brûle pas. Hein, et on a mangé les premières viandes cuites comme ça. De même, la pierrade est une technique qui existe depuis très longtemps. Vous avez peut-être déjà vu comme ça des femmes dans certains pays du Moyen-Orient qui cuisent encore des galettes de pain Oui. sur des pierres plates, hein, en dessous desquelles il y a des braises. Hein, donc ça c'est finalement la pierrade. Maintenant la pierrade entre guillemets était utilisée pour cuire du pain sous cette forme-là plutôt que des viandes. Hein. Mais vous avez également les pierres qu'on faisait chauffer dans la braise et qui servaient de méthode de cuisson, comme vous aviez également les pierres que l'on mettait après avoir été donc des galets qu'on mettait dans des outres avec de l'eau et on faisait cuire les légumes et les produits qui devaient être pochés de cette manière-là. Hein, on plantait 3 piquets, on mettait 3 cordes. Hein, on avait une peau de bête qui pendait entre les 3 piquets et attachée par les cordes. On emplissait d'eau et on faisait bouillir de l'eau carrément avec des pierres brûlantes qu'on mettait dans l'eau et qui servaient à réchauffer l'eau. Hein. Vous voyez, toutes les techniques qu'on a utilisées avant de disposer de la première casserole. Hein. Et alors le barbecue a eu sa grande période de gloire également aux États-Unis au 19e siècle. Et la première fois que j'ai vraiment entendu parler du mot barbecue et que le mot barbecue finalement est arrivé chez nous, c'est au travers du roman de Margaret Mitchell que vous connaissez certainement, Marc, et qui s'appelle... Elle n'en a écrit qu'un, donc, très célèbre. Là, comme ça? Autant on emporte le vent. Ah, ouf. Oui. Margaret Mitchell. Le film alors, avec tous les Oscars, là. Voilà. Alors, j'ai lu comme ça la première partie de la première version du roman traduit en français. Et si vous vous rappelez, au début du film, il y a une fête, hein, à Tara, donc J'ai c'est le jamais vu domaine. ce film, non, je suis trop Non, jeune jamais. pour ça. Ah, voilà. Il date de 1939 par là, donc faut reconnaître que c'est quand même un petit peu ancien. Mais donc, toi, tu t'en souviens bien, n'est-ce pas? Ah ben évidemment, évidemment. Donc il y a donc une fête qui est organisée. Et alors dans la première traduction, l'auteur qui a traduit, il dit voilà, hein, à l'occasion d'un pique-nique. Et alors il met en dessous en référence, dans le texte original, on met barbecue. Hein,
hein. Mais le barbecue, c'est un moment où on va faire cuire des viandes, on va se restaurer, ça se fait à l'extérieur. Et le mot français barbecue n'avait pas encore été intégré, donc c'était le mot pique-nique qui avait été utilisé pour la traduction, ce qui est faux évidemment, puisqu'un pique-nique, dans notre concept, je dirais, actuel, est tout à fait différent de celui du mot barbecue. Hein. Le pique-nique, on prend son panier, on met des pains garnis, on prend une pâtisserie, on met une bouteille de vin, on va s'installer au bord d'une rivière, au milieu d'un Dans la bois, dans une nature. clairière, dans une prairie, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas un barbecue, évidemment. Le barbecue, c'est réellement une cuisson de viande à l'extérieur et qui est dégustée en principe à l'extérieur. Voilà. Sur Et le le moment pique-nique, même, c'est oui. autre chose. Voilà. Le pique-nique, c'est tout à fait autre chose. Mais rien n'empêche maintenant, grâce aux petites barquettes que tu as mentionnées comme première option de barbecue, de prendre ça pendant son Oui. pique-nique. Maintenant, prudence, hein, n'oublions pas, c'est que dans certaines régions, il y a des feux de forêt parce que la nature, surtout dans le midi de la France, est très sèche pendant l'été. Et ce genre de choses est quand même à déconseiller. Vous allez dans la garrigue hein, avec votre petit barbecue Ouais, non, amovible. effectivement, c'est pas une Hein, bonne vous idée. allez commencer à griller votre cuisse de lapin ou votre blanc de poulet. Et puis après, il n'est pas suffisamment refroidi, donc vous ne l'emportez pas avec vous, vous le laissez là. Et puis il y a quelques braises qui restent là à couver pendant 1 heure ou deux. Elles ne demandent qu'une chose, c'est d'enflammer ce qui est tout près. Donc attention. Normalement, dans un barbecue, il y a des règles bien strictes. Les hommes s'occupent du feu. Et comme ce sont les hommes qui s'occupent du feu généralement à la fin, c'est ceux qui s'occupent de l'éteindre. Et ces petites barquettes généralement se retrouvent à même le sol, ce qui est très pratique parce que les hommes peuvent l'éteindre comme le mannequin pisse a éteint la mèche. Je savais qu'on allait aller vers ça. Voilà. Je Donc, savais qu'on allait aller vers ça. voilà, donc les Belges connaissent très bien le mannequin piss. C'est un petit garçon qui a fait pipi sur la mèche de la bombe qui allait faire sauter les remparts de Bruxelles et qui a ainsi sauvé la ville. Oui, C'est voilà. ainsi que nous avons à Bruxelles une petite statue de bronze qui représente un petit garçon qui fait pipi. Ça fait bien rire les touristes, mais c'est aussi une excellente façon d'éteindre le barbecue quand on n'a rien d'autre sous la main. Alors, petite anecdote, comme je connais un des membres de la confrérie du Mannequin Peace, hein, il faut signaler que pour ce petit bonhomme, on confectionne des costumes dont un des premiers a été offert par le roi Louis XV en personne. Hein. Oui. Le petit garçon en question, il vient de recevoir son 1000e costume il y a quelques semaines. Donc, chaque fois qu'il reçoit un nouveau costume qui sont pour beaucoup d'entre eux exposés à Bruxelles, soit au musée de la ville de Bruxelles, soit au musée du Mannequin Peace, qui est d'ailleurs tout près de la petite statue, on fait un cortège, on l'habille, enfin c'est tout un rituel. Hein. Et puis à certains moments, le petit garçon ne fait pas pipi que de l'eau. Hein. Ah oui, parfois c'est de la bière ou oui, du vin. Parfois Oui. c'est de la bière ou du vin. Et il faut reconnaître que alors là c'est un peu folklorique. J'ai demandé un peu comment ça se passait. Je dis mais enfin, est-ce qu'on va lui brancher un fût de bière pendant des heures, etc. Il m'a dit non, qu'il dit en fait en réalité on branche un fût ou bien on s'arrange pour mettre un système où il y a du vin qui coule, mais on le fait couler pendant quelques minutes et puis après on distribue du vin, le même vin ou la même bière, mais aux passants, mais qui ne sortent pas de l'endroit considéré en fait. Mais c'est vrai que c'est folklorique. Donc revenons au barbecue. Là, on a passé les bases. Donc on a le choix de vu tous les grands modèles en fait. Hein. Voilà. Après, donc on va revenir un peu aux épisodes qu'on avait annoncés. Donc ça va être la cuisson des viandes, j'imagine. Ce serait logique qu'on voit la cuisson des viandes. Hein. Pourquoi? Parce que maintenant, comment cuit-on une viande au barbecue? Quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Quelles sont surtout les températures de cuisson qu'une viande doit atteindre pour être, disons, cuite selon ce que l'on désire? Ouais. Hein, soit bleue, saignante, à point, bien cuite. Bien cuite, on déconseille quand même parce que c'était pas très bon une viande qui est bien cuite, mais enfin chacun ses goûts. Ça, on en parlera lors d'un prochain épisode. Faites bien attention, surtout quand vous sortez le barbecue, parce que ça peut être très dangereux. C'est la source d'accidents domestiques un peu ridicules. Et on ne laisse pas courir les enfants autour. Ça, c'est la première chose, parce que lorsqu'on fait un barbecue, souvent on invite des frères, des sœurs, des neveux, des nièces. Et il y a souvent des petits-enfants de 4, 5, 6 ans qui aiment bien courir. Et alors, accrocher la grille du barbecue, souvent la grille, elle a, je dirais, un manche pour pouvoir la prendre. Voilà. Et alors, on renverse le barbecue sur soi. Et ça, c'est quand même toujours très dangereux si c'est un gosse qui est en dessous, évidemment. Voilà. Ne laissez pas libre cours à la sélection naturelle, s'il vous plaît. Et ne faites pas de la cuisine cannibale non plus. Hein. Non. Tiens, d'ailleurs j'ai annoncé ça, la cuisine cannibale, j'ai trouvé un autre podcast anglo-saxon qui en parlait et qui le traitait de la manière très intéressante. J'avais envie de reprendre le sujet pour Halloween, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Oui, on en Rien à voir reparlera avec de les ça. Hein. barbecues. Donc, tu vas nous parler des températures de cuisson. Très intéressant. J'attends ce sujet avec impatience, qui nécessitera quand même quelques recherches de notre part, parce que effectivement, la viande pas assez cuite et qui après nous donne des désagréments peut être généralement. C'est ce qui m'arrive au barbecue. Et c'est ce qui est, je trouve, le plus désagréable, c'est les gens qui cuisent pas assez leur viande. Alors c'est brûlé autour, c'est pas cuit à Oui, l'intérieur. alors le pire, c'est que j'ai entendu ici dans une émission de radio, et le pire, c'est que c'était pour moi un professionnel qui donnait le conseil. On parlait de saucisses, donc de la viande hachée, et il disait qu'il fallait pas trop les cuire, que le milieu devait rester, je dirais, un petit peu light en cuisson. Alors je dis bon, oui, c'est un peu dangereux de raconter ce genre de choses parce que les gens vont croire que il ne C'était faut sur pas une cuire radio les publique? saucisses. Oui, qu'il ne faut pas cuire les saucisses à fond. Et alors, ça peut entraîner toute une série de désagréments, surtout, et je pense que j'en ai déjà parlé, les saucisses de volaille, hein, Ah, mais si tu vas que je ne raconter. conseille absolument pas, mais bon, voilà. J'imagine qu'il y a tous les contrôleurs de l'AFSCA qui ont dû bondir en étant dans ça. Ben, je sais pas parce que c'était dit de manière assez soft, comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Mais pour moi, une viande de porc. Alors, quand on dit bien cuit, entendons-nous, hein, une viande de porc doit être ce qu'on appelle bien cuit. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est sèche, qu'elle est ultra cuite. Mais elle doit être suffisamment cuite avec suffisamment de température que pour ne présenter aucun risque. Alors, lorsque Mais vous avez, on en porc, reparlera. veau, volaille ou mouton. Oui, mais quand on a une viande en bloc, c'est moins grave. Pourquoi? Parce qu'une viande en bloc est très 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 rarement contaminée à l'intérieur. La contamination d'une viande ou d'un produit, ça se fait toujours par l'extérieur et à l'extérieur. Mais ça, tu Donc en as parlé à l'intérieur, l'épisode précédent quand tu as oui, répondu à la question d'un auditeur. l'intérieur est sain. Ouais. Mais quand on a des viandes qui sont moulues, donc comme des saucisses, ce sont des viandes moulues, là on mélange tout de l'extérieur et de l'intérieur. Et là, à ce moment-là, on a une contamination qui est potentiellement dans tout le produit, dans toute son épaisseur. Et là, c'est là qu'il faut vraiment être très prudent et bien cuire le produit. Voilà. Mais ça, nous en reparlerons. Hein. Voilà. J'espère qu'on vous a donné l'eau à la bouche. Donc, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant ça, je vous avais promis vous expliquer comment vous pouvez obtenir vous aussi une cuillère en bois par lescuisines.com, celle-là même qu'on a distribuée à MP3 Paris à tous ces gens-là qui étaient très heureux de repartir avec. Pour l'obtenir, je vous demanderai d'aller déposer un avis sur iTunes, un avis positif sur notre podcast, avec un commentaire. Vous laissez donc l'avis, le commentaire, vous prenez une capture d'écran, vous nous l'envoyez à notre email, question@parlescuisines.com, ou alors à mon email, marc@parlescuisines.com, MRC, Marc, bien sûr, avec une adresse à laquelle je peux vous envoyer cette cuillère en bois, et je me ferai un plaisir de vous en envoyer. Alors, il nous en reste quand même suffisamment. Et puis, si j'en ai plus, je peux toujours en fabriquer. C'est quelque chose que je fais moi-même et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à le faire. Ça prend pas beaucoup de temps. On a du stock. Donc, laissez votre avis sur iTunes, que ce soit à partir de votre appareil iPhone, il suffit simplement d'aller sur l'application Podcast. Vous recherchez le podcast Par les cuisines avec la petite loupe, le petit moteur de recherche. Une fois que vous êtes dedans, vous ouvrez le podcast, vous descendez jusqu'en bas. Vous pouvez laisser un avis et laisser un commentaire surtout, parce qu'on a beaucoup plus d'avis que de commentaires. Ou sinon, si vous n'avez pas d'appareil sous iOS, vous pouvez aller sur votre ordinateur, vous téléchargez l'application, le programme iTunes, vous vous connectez sur le store avec votre Apple ID, c'est gratuit. Et dans la rubrique podcast, vous recherchez le podcast Par les cuisines et vous allez laisser un avis à partir de là. Donc il suffit juste simplement de mettre un pseudo, de laisser un commentaire. Un avis positif, c'est naturellement le maximum d'étoiles, tout plein. Et puis, vous faites une capture d'écran, vous nous envoyez tout ça par email avec une adresse postale, si possible, à laquelle on peut vous envoyer ça. Et on se fera un plaisir. Si vous n'avez pas envie de nous donner l'adresse de votre domicile, envoyez-nous l'adresse de votre travail ou l'adresse de votre belle-mère. Alors, effectivement, il paraît que maintenant, les règles de gestion de la vie privée et de traitement des données a changé. On a mis à jour les conditions sur notre site, comment on traite vos données personnelles. En gros, on les garde seulement si on en a besoin. Et puis, donc là, on va vous envoyer la cuillère et puis on la jette. On jette je veux dire pas la cuillère, vos données personnelles, c'est juste pour vous les envoyer, après on les efface. Sinon, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, la liste email, sa liste VIP pour recevoir justement tous les détails. Et on promet justement, si vous êtes sur la liste,
Je vais même faire monter l'enchère. On va rajouter une deuxième cuillère parce qu'on n'a pas distribué que des cuillères toutes simples. On a aussi distribué des petites spatules en bois. On a distribué des petites cuillères avec un des bords qui était plus droit. Comme ça permet de racler sur le bord de la casserole quand vous touillez. Ça, ce sont des choses qu'on garde pour les abonnés de notre liste. Il suffit tout simplement d'aller sur notre site parlescuisines.com et vous avez un peu en dessous de toutes les pages une invitation à vous inscrire sur la liste qui permet justement d'avoir accès à des bonus écrits, des recettes qui sont données dans certains épisodes qu'on a donnés dans le passé. Et donc on a du contenu qui est exclusif pour les gens qui sont inscrits sur la liste. Et puis, si vous voulez encore aller plus loin pour soutenir ce podcast, nous avons une page Tipeee qui vous permet de devenir coproducteur du podcast et de nous soutenir financièrement à partir de 1 € par mois. Donc, c'est vraiment pas la mer à boire. On a des contreparties en échange. Si vous voulez avoir accès un peu plus que ce qu'on vous propose, si vous voulez avoir accès un peu plus intimement avec nous, mais justement, il y a des contreparties qu'on propose sur le Tipeee qui vous permettront d'avoir accès de manière plus régulière aux beaux conseils de Guy et de nous deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Guy, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas nous... On va parler des cuissons des viandes, justement. Les cuissons des viandes, voilà. Rien que ça. Donc, un épisode interdit aux véganes. Tant pis pour eux. Merci beaucoup Guy et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.